Le mieux, c'est d'être dans l'ombre, de kiffer, de faire ses business, d'avoir une petite vie tranquille. Je pense que personne n'ira jamais aussi haut que là où Mélanie est partie. Parce que elle, c'était autre chose que du rap. J'ai pas envie d'être l'ancien copain qui revient 20 ans après. Ah, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée, hein. De très loin, de très très loin, bien avant la musique, bien avant tout. C'est la meilleure chose qui puisse arriver à un homme, je pense. Salut Cynic, Salut, comment ça va? écoute, super. Ok. Écoute, on est très heureux de te recevoir dans ce nouvel épisode de La Consulte. Tu as récemment sorti ton autobiographie, C'est ça. une époque formidable aux éditions Face Cachée. C'est ça. Avant de m'attarder sur l'ouvrage, j'ai quelques petites questions autour de ta discographie. Vas-y. Il y a 2 ans, en avril 2022, tu sortais Nixie, ton dernier album, Mm. un projet qui a reçu pas mal de retours positifs. Qu'est-ce que t'en retiens? Les retours positifs, voilà, tout simplement. Et non, non, il y a quelques très gros morceaux dans cet album dont je suis particulièrement fier. Derrière, j'ai fait pas mal de concerts et voilà. Pour arrêter, je pense que c'était important de finir sur un album qui a reçu, comme tu l'as dit, un très bon accueil. Donc, non, non, vraiment, enfin, autant il y a des projets qui m'ont laissé quelques regrets parce qu'on n'a pas fait ce qu'on voulait faire ou parce qu'on n'a pas été au bout de certains morceaux, etc. Autant celui-là, je trouve qu'il est assez abouti, assez réussi globalement. Donc, non, c'est cool, c'est un bon projet. Tu sais, les papas sont des boucliers. Je revois des images, mon adolescence. Je peux pas t'en vouloir d'avoir oublié. Le prénom d'Iman, sa date de naissance. Mais est-ce que 2 ans après ce dernier opus et l'annonce de ta retraite, pardon, les studios ne te manquent pas? Les studios, ça me manquera toujours. Les studios, ça me manquera toujours. L'écriture, ça me manquera toujours. Après, je suis parti sur l'écriture du livre juste après. Donc pendant 2 ans en termes d'écriture, en fait, je me suis occupé. J'ai réussi à combler ce vide et ce besoin d'écrire. Là, maintenant que le livre il est terminé, qu'il est sorti, etc., je pense, me connaissant, que l'envie d'écrire va revenir. Après, c'était un choix. Comme je l'ai dit, à un moment, il faut savoir s'arrêter. Donc les albums, c'est fini. Maintenant, sortir un son de temps en temps et continuer à alimenter un peu, tu vois, et à faire plaisir aux gens qui me suivent, ça, c'est tout à fait envisageable. Mais du coup, un projet, c'est complètement mort. Ouais, projet album, tout ça, dans la globalité, 15 titres, tout ça, etc. Ouais, Même ça, à 5 ça, titres, c'est mort. un petit EP. Je sais pas, peut-être un format plus court, je sais pas. Honnêtement, très honnêtement, c'est pas pour faire de la langue de bois, mais là, au stade où je te parle, on vient de sortir le livre. Comme je te l'ai dit, je pense que l'envie d'écrire, elle va revenir parce qu'elle a toujours été là et que je vois pas pourquoi ça disparaîtrait. Ça disparaîtrait. Mais par contre, je suis sûr d'une chose, c'est que les albums et les albums dans la globalité, comme je te l'ai dit, 15 titres, 3 clips, une tournée, etc., ça, c'est terminé. Juste des petits sons comme ça pour kiffer. Ok. Mais depuis tes débuts, tu as subi des comparaisons un peu inconvenantes, si je peux me permettre. Tu as été étiqueté d'Eminem français, tu as rapidement été l'un des boss du rap français. Est-ce que mentalement, ce n'était pas dur à gérer dès le départ? Il y a pire comme comparaison qui était comparé à Eminem, tu vois. Après, moi, à l'époque, je m'en suis beaucoup plaint et j'en ai parlé même dans certains morceaux. Parce que je trouve qu'en France, c'est ça, en fait. C'est un peu un des problèmes qu'il y a en France. C'est que quand tu arrives dans un créneau, il t'en faut peu, en fait. Il en faut peu aux gens pour Pour t'enfermer t'étiqueter. dans un tiroir. Moi, en l'occurrence, rappeur, blanc, clash. Donc, tu vois, voilà, avec ces trois ingrédients-là, en fait, tu étais automatiquement comparé à Eminem. Donc, la comparaison est évidemment flatteuse, mais je trouve que quand tu arrives, tu es un jeune artiste comme moi j'étais à l'époque, t'as pas envie d'être comparé à qui que ce soit. Tu as juste envie d'imposer ton truc à toi, de t'imposer tel que tu es. Et c'est vrai que je trouve qu'en France, dans le foot, c'est très fréquent aussi, le nouveau Zidane, le nouveau un truc. On veut toujours te ranger dans une catégorie de quelqu'un qui a déjà existé avant toi. Et je trouve ça dommage, mais ça va, il y a pire. Et malgré ton succès, tes chiffres stratosphériques au début des années 2000, voire un peu plus tard, est-ce que t'as pas souffert d'une certaine manière de l'impression... En fait, tu donnais concrètement l'impression de prendre le rap comme une passion. Mm. Ça a Jusqu'à toujours ce été ça. jour. Ça a Voilà. toujours été ça, même Mais encore aujourd'hui. ce qui est paradoxal, c'est que beaucoup d'artistes qu'on a pu recevoir dans la consulte estiment que le rap aujourd'hui est un métier à part. Ouais, Tu vois, ouais, c'est comme aller à ouais. son taf à 9h Et du ça, mat. c'est un Que ça changement existe. d'époque. C'est un changement d'époque. Moi, quand j'ai commencé le rap, ce qui nous a fait. Tu sais, j'ai mis 8 ans avant de gagner 1 euro. Vraiment. Et ce qui fait que tu tiens 8 ans, c'est que, en fait, tu es passionné. Ouais. Donc, toi, tu t'en fous, en fait, de gagner de l'argent ou pas, parce que tu fais un truc qui te plaît, et petit à petit, tu avances comme ça. Alors, pour l'instant, ça rapporte pas d'argent, mais toi, tu kiffes, t'aimes ça. Donc, on te propose un concert à l'autre bout du monde, tu vas y aller. On te propose un petit plan, une petite compile à Paris, très tard le soir, en semaine, tu vas y aller. Et la passion, en fait, c'est la base du truc. C'est ce qui fait que tu vas avancer, que tu vas progresser, que tu vas te faire connaître, mais sans vraiment t'en rendre compte. Toi, en fait, juste t'additionnes les plans comme ça, et un jour, bah, tout ce boulot, il finit par payer. Et là, ça devient un boulot, mais
Mais enfin, moi, j'ai jamais voulu considérer ça comme un boulot. Même quand c'était très sérieux et que ça devient professionnel et qu'il y a des enjeux et qu'il y a des obligations, etc. et que ça te demande une certaine rigueur. Moi, en tout cas, j'ai jamais considéré ça comme un taf. Et de se dire aujourd'hui, je vais au boulot. Pour moi, quand tu vas faire du rap, quand tu vas au studio, tu vas pas au boulot. Les gens qui vont au boulot, c'est des gens qui galèrent, c'est des gens qui ont des métiers avec des obligations, des rigueurs. On parlait là quand je suis arrivé, tu m'as dit ouais, t'es à l'heure. Je dis, tu vois, les rappeurs en général, les artistes, ils ont cette fâcheuse tendance d'arriver à l'heure qu'ils veulent, etc. Et c'est pour ça que je te dis. Ça donne même une mauvaise réputation. Ouais, ça donne une mauvaise réputation au truc. Et c'est pour ça que je te dis, tu vois, tu peux pas considérer ça comme un boulot. Parce que si tu arrives avec 1 heure ou 2 heures de retard, 2 heures de retard sur ton lieu de travail, bah, tu vas te faire embrouiller, quoi. Tu vois, donc c'est pas un boulot en fait, c'est une passion qui devient quelque chose de plus sérieux au fur et à mesure. C'est pas pareil. T'es dans la merde, t'as voulu clasher SNK, t'es dans la merde, tu vas kiffer mon pote si t'as du temps et quelques temps à perdre. Alors admets que je suis de spi à la Michael Owen, ton rap c'est des poèmes, pourquoi tu flammes, t'as le flow à Nolwenn. Ton premier album, La main sur le cœur, fait tracer 20 ans en 2025. Ouais. Est-ce que pour le coup tu nous prépares une petite surprise? Je t'avoue qu'on commence à y réfléchir. On commence à y réfléchir, je sais pas du tout sous quelle forme. Mais le seul truc que je sais, c'est que ça serait dommage de pas fêter, enfin de pas fêter ça avec les gens qui m'ont toujours suivi. 20 ans pour un album, c'est énorme, tu vois, ça représente beaucoup de choses. Donc j'y réfléchis, mais je t'avoue que pour l'instant, j'ai pas encore vraiment, je sais pas encore comment on va s'organiser. Je reviens un peu en arrière. Tu as rapidement connu du succès, de la popularité au Maghreb, à l'époque du Parabole, de M6 Music et des CD piratés. Ouais. Comment tu vivais cette époque? Moi, je kiffais. J'allais dans les souks, je voyais mon album piraté de ouf. Et franchement, moi, tu sais, je suis pas dans ces trucs-là. Moi, je me dis, écoute, si les gens qui n'ont pas accès à ta musique, ils y ont accès comme ça, eh ben, quelque part, c'est bien, ils t'écoutent quand même. Donc, ça reste quelque chose de flatteur. Et j'ai fait énormément de concerts au Maghreb, en Algérie, en Tunisie, partout au Maroc. Et à chaque fois, j'ai été accueilli de manière incroyable, tu vois. Enfin, il y a quelque chose là-bas que tu retrouves pas partout. Les gens sont vraiment très heureux de te voir et ils te le rendent au centuple. Donc généralement, c'est de très bons souvenirs, des très très gros concerts parce que tu joues dans des stades, tu joues dans des endroits où tu fais des 10, 15 000 personnes. Voilà, c'est des souvenirs de ouf. Donc je pense que le pirate l'album, mais ils te le rendent quand tu vas là-bas. Tu vois ce que je veux dire? Ils te le rendent en termes d'amour, en termes de souvenirs. Et ça, donc ça ne te dérange pas d'apprendre par exemple que moi j'ai pu acheter il y a une quinzaine d'années. Mais je le disais déjà dans certains morceaux. Ouais, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Parce que tu sais, ça t'a donné accès à la musique. Ouais. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, peut-être on est là à se parler aussi. C'est parce que tu as eu cet accès-là. Tout le monde, alors là aujourd'hui, on est à l'ère du stream et tout, mais il faut se repositionner il y a 20 ans. Tout le monde n'avait pas Internet, c'était qu'à ses débuts, et tout le monde n'avait pas accès à la musique. Donc si le moyen d'avoir accès à un artiste, c'était ce moyen-là, moi, ça m'allait très bien. Nous-mêmes, on était des pirates plus jeunes. Tu sais, on a volé des CD, on a fait plein de trucs. À notre manière, on a piraté aussi certains albums. Donc, faut accepter aussi la règle du jeu. Et je te dis, moi, tant que les gens ils t'écoutent, je trouve ça cool au final. Tu parles mais toi aussi tu l'as kiffé la putain de vibes. Les Ulysses, mon shit, ma musique et mes amis. PS, n'oubliez pas d'ajouter Mélanie. À l'heure où les petites font du surplace, le rap au féminin n'a qu'un seul blaze. 18 ans après ton morceau Dans le vif, est-ce que tu trouves aujourd'hui que le rap féminin n'a qu'un seul blaze? Bah, ce serait faire injure à des rappeuses que j'aime beaucoup, comme Doria par exemple, que je trouve très très forte. Mais c'est pas qu'il y a qu'un seul blaze, il y a des blazes, mais je pense que personne n'ira jamais aussi haut que là où Mélanie est partie, parce que elle c'était autre chose que du rap, tu vois, t'es rentré dans les maisons, t'es rentré dans les cœurs, t'es la petite sœur, la grande sœur, t'es une tante, t'es une cousine, tu vois, elle est rentrée dans le cœur des gens, et ça je pense qu'avant qu'une rappeuse en France arrive à ce niveau-là, c'est pas demain. Tu vois, donc il y a des très bonnes rappeuses, mais Mélanie, elle avait un truc en plus. Qu'est-ce qui manque au fait? Qu'est-ce qui manque aux rappeuses actuellement pour casser une sorte de plafond de verre qui s'impose à elle? Bah après déjà, elle était dans une époque où tu faisais du social, donc t'avais des textes qui étaient moins égo-trip qu'aujourd'hui et qui quelque part, de par ses thèmes, elle touchait beaucoup plus les gens. Tu vois, donc les gens s'accaparaient les morceaux et c'est pour ça que, tu sais, moi il y a une anecdote que j'aime bien raconter quand j'allais dans les concerts de Mélanie, les gens criaient Mélanie. Et des fois, je lui disais, mais tu te rends pas compte que ils t'appellent même pas par ton nom d'artiste, ils t'appellent Mélanie. C'est-à-dire que pour eux,
t'es plus qu'une artiste, t'es quelqu'un de leur famille. Et pour atteindre ce niveau-là, bah, faut être très proche des gens, faut raconter leur vécu. Et la musique de l'époque, s'apprêtait plus, tu vois, c'était plus adéquat pour ce genre de truc-là. Aujourd'hui, ça va être plus égotrip. Et je te le dis, une rappeuse comme Doria, je la trouve extrêmement forte. Mais je pense que la musique d'aujourd'hui touche moins les gens. Et en plus, on est dans un mode de consommation où bah, tous les vendredis, t'as 8 albums, 10 albums, 5 albums qui sortent. Il y a beaucoup plus de sorties. Donc, t'as moins le temps, si tu veux, de t'accrocher aux artistes, de les aimer profondément dans leur personne, pas juste dans leur musique, tu vois. Et c'est ça qui a changé. À notre époque, les gens s'attachaient autant à l'artiste qu'à sa musique. Ouais. Tu vois. Mais est-ce que tu trouves pas que d'une certaine manière, les rappeurs souffrent de la même discrimination, entre guillemets, qu'il y avait à ton époque avec Je pense Mélanie? pas. Moi, je pense que Mélanie, elle en a souffert encore de la plus discrimination. Bah oui, parce qu'à l'époque, c'était nouveau. Moi, j'étais sur scène avec elle quand on était gamin, on avait 19, 20 ans. À l'époque, voir une meuf sur scène, c'est dans les regards. Tu voyais, les gens, ils se disaient, mais waouh, qu'est-ce qu'elle fait là, elle? Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Tu vois, les gens, ils comprenaient vraiment pas. Et je pense que justement, une artiste comme Mélanie, si aujourd'hui elle a autant de respect, c'est parce qu'avec du recul, elle était beaucoup critiquée à l'époque, mais je pense qu'aujourd'hui, avec du recul, les gens comprennent le nombre de portes qu'elle a cassées et les frontières qu'elle a ouvertes, en fait, tu vois. Et du coup, maintenant, une meuf qui rappe, avec de l'énergie, qui est vénère au micro, etc., ça choque beaucoup moins qu'il y a 20 ans, tu vois. Du coup, tu as récemment publié Une époque formidable, une excellente biographie qui raconte ta vie concrètement. Où, comme je te disais tout à l'heure, j'avais l'impression de la lire avec ta propre voix, puisqu'il y a beaucoup de références à ta musique. On s'y retrouve en tant qu'auditeur et on comprend même mieux ta musique après avoir lu le livre. Ma première question, en fait, c'était... Je trouve qu'il y a beaucoup de célébrités qui font toujours appel à un écrivain, un auteur, pour les aider dans l'écriture de leur propre biographie. Mais est-ce que, pour le coup, c'est un exercice, tu voulais le tenter tout seul dès le départ. Alors, en toute modestie, je savais que j'aurais besoin de personne. Et si j'ai écrit ce livre-là, c'est parce que je voulais l'écrire tout seul. Je me suis fait aider par personne. J'ai travaillé sur un vieil ordi que j'ai déterré, qui avait 10 ans, que j'ai déterré juste pour ce projet-là. Et encore une fois, en toute modestie, je trouvais ça très simple à faire parce que quand tu écris des morceaux, bah, tu as la contrainte de la rime, tu as plein de choses qui rentrent en compte comme ça. Là, je me retrouvais dans un terrain sans barrière, tu vois. Et j'aurais jamais pu partir dans un projet de livre si c'était pas moi qui le racontais. Tu vois, donc je comprends ceux qui se sont fait aider, etc. Parce que c'est vrai que ça demande à structurer le livre, mais j'ai l'habitude de faire ça parce que ça fait 25 piges que j'écris des morceaux et que du coup, bah, concevoir mon livre, pour moi, c'était comme concevoir un titre, en fait, tout simplement. Mais vraiment, j'insiste là-dessus, si c'était pas moi qui l'avais écrit, ça m'aurait pas intéressé. De raconter ma vie à quelqu'un et de le laisser faire après derrière, pour moi, en tout cas, ça perdait en valeur. Ok. Est-ce qu'il y aura une suite? Je sais pas. Sincèrement, je sais pas. J'ai pris goût à l'écriture du bouquin et je t'avoue que quand je l'ai terminé, je me suis dit, ah putain, ça y est, c'est fini. Tu sais, j'avais mes petites habitudes, mes petits réflexes d'écrire et je trouvais que ça avançait très très vite. Et donc ça m'a manqué en fait. Quand je l'ai terminé, ça m'a manqué. Je me suis dit, putain, j'ai En plus, niveau vente, ça marche très bien. Ouais, non, c'est cool. On est super contents. C'est même au-delà de ce que j'avais pensé parce que j'avais aucun vécu, moi, là-dedans. Je sais que les gens me connaissent en tant qu'artiste, musique, mais dans le livre, je me disais, moi, ma première victoire, je te le dis sincèrement, c'était juste de le sortir. Ce qui est aussi surprenant, en fait, tout au long de ta discographie, c'est la qualité et la richesse de ton vocabulaire. Je sais qu'à l'école, c'était pas vraiment ton fort. Non, pas du tout, même. D'où est venue, en fait, cette richesse C'est à force d'écrire. À force d'écrire et à force Mais dès le départ, dès tes premiers morceaux, tu marquais déjà le coup, tu te distinguais. Ouais, mais parce que je suis très curieux, parce que j'aimais bien lire le journal, par exemple. J'aimais bien... Il y avait des trucs qui m'intéressaient, en fait. Et j'ai appris tout seul, en fait. Je suis un autodidacte. C'est-à-dire que à l'école, j'étais claqué. En français, j'étais ridicule. Mais au final, j'ai été curieux, j'ai tendu l'oreille et je me suis intéressé à des rappeurs de ma génération, quand moi j'étais gosse, qui savaient évidemment écrire, donc ça m'a appris du vocabulaire. J'ai beaucoup lu, tu vois, donc forcément tout ça, bah, tu t'enrichis, tu progresses, tu t'enregistres des mots, des expressions, des manières de construire tes phrases, des syntaxes, des métaphores, tu vois, et au final, bah, tu te crées un espèce de lexique comme ça qui est propre à toi, tu vois. Quand tu me dis, ouais, je l'ai lu et j'avais l'impression d'entendre ta voix, bah, pour moi, c'est une fierté. Parce qu'on sait que c'est vraiment moi qui l'a écrit et ça, c'est quelque chose qui me tenait à cœur. Mais je pense que la meilleure manière d'apprendre en vrai de vrai, c'est juste d'être curieux dans la vie. Tu vois, il y a l'école, c'est très basique, très scolaire. Mais après, faites votre vie, hein, tu vois. Mon frère,
Il serait temps que tu te calmes. Pose-toi qu'on parle car aujourd'hui les parents craquent. Regarde ta vie, regarde ce que t'as réussi à faire. T'es voué à l'échec et t'as fait pleurer ta mère. Et sur le livre, tu abordes aussi la dégradation de la relation avec Mélanie. Lors de tes premières interviews, moi, ce qui m'avait interloqué, c'est le fait que la plupart des médias qui parlent de Cynic aujourd'hui en 2024 te présentent comme l'acolyte de Diams, ou bien titre Diams, alors que tu ne vas pas en parler. Est-ce que c'est vexant? Non, pas du tout, pas du tout. Il n'y a rien de vexant, parce que, comme je le dis dans le livre, c'est une meuf qui est venue me chercher dans mon quartier. C'est la première qui m'a dit « Mais tu te rends pas compte comment t'écris, tu peux faire des vrais trucs. » Et comme je le dis aussi dans le livre, elle avait un temps d'avance sur moi. Quand moi, je commence à rapper avec elle, elle a déjà sorti un album, elle était dans le collectif Mafia Tressé, elle faisait déjà des tournées d'ailleurs, mes toutes premières tournées, c'était avec elle en tant que backer. Donc moi, je suis pas quelqu'un d'ingrat, tu vois, on a eu des non-dits, il y a des trucs qu'on s'est pas compris, mais j'oublierai jamais l'énergie qu'elle m'a donnée, les portes qu'elle a ouvertes pour moi, et le fait que mon nom soit accolé au sien, quelque part, moi, ça me dérange pas du tout, parce que on a fait un bout de chemin ensemble, on a fait énormément de titres, beaucoup de tournées, beaucoup de concerts, et tu peux pas dire aux gens du jour au lendemain, effacer tout ça, je veux être que moi-même. Mon nom va avec le sien en partie va aussi avec le mien, même si elle a fait une très très grosse carrière toute seule. Et c'est comme ça, c'est plus une fierté qu'autre chose. Et est-ce que tu as eu un retour de Mélanie ou de ses proches depuis la sortie du livre? Non, je pense pas que j'en aurais. Mais non. Tu penses pas que l'information arriverait à son niveau? Je sais pas si elle a été curieuse au point de le lire. Honnêtement, j'en sais rien du tout. J'en sais rien. Comme je le dis aussi dans le bouquin, j'ai plus de contact. Exact, ouais. Donc je sais pas si elle l'a lu, je sais pas si même ça l'intéresse de le lire, j'en sais rien du tout. De ce point de vue-là, je peux vraiment pas te répondre. Et à l'ère des réseaux sociaux, qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de lui envoyer un message de ton côté ou qu'elle le fasse? Qu'est-ce qui, tu vas rendre la chose? Tu sais, moi je suis très pragmatique. Je me dis que si aujourd'hui nos chemins se sont séparés, et puis j'ai des petits échos parce qu'on a quelques personnes qui sont en commun, et je sais qu'aujourd'hui elle est très loin de tout ça, tu vois, et je voudrais pas représenter un retour en arrière qu'elle a pas forcément envie de vivre. Un brin nostalgique. Ouais, tu vois, si elle a avancé dans sa vie et si elle en est là où elle est aujourd'hui, et si elle est très heureuse comme ça, bah tant mieux, mais j'ai pas envie d'être l'ancien copain qui revient 20 ans après, alors machin, ça dit quoi, etc. Tu vois, je pense que si elle voulait vraiment me trouver, elle sait très très bien comment faire, et si un jour ça doit arriver, Inch'Allah, bah ça arrivera avec plaisir en tout cas. Est-ce que tu regrettes de ne pas avoir connu l'ère des réseaux sociaux? Non, parce que c'est pas quelque chose qui me fait kiffer plus que ça. Je le fais par nécessité et par respect pour les gens qui me suivent, parce que je me dis il faut continuer à donner des nouvelles. Et c'est irrespectueux, tu vois, de disparaître comme ça. Je veux pas l'image d'un mec qui a eu besoin de son public et le jour où il arrête, il dit vas-y, je les calcule plus. Ouais. Tu vois, moi j'ai une relation, pour moi on est tous une grande famille. Il y en a qu'on se connaît, enfin. J'ai ce truc très très proche de mon public et je veux pas les abandonner entre guillemets, donc de temps en temps je continue à alimenter, mais si tu me suis un peu tu verras que je suis un mec qui est pas du tout assidu. Ça m'arrive pendant 2 mois de rien mettre parce que j'ai pas envie ou parce que je suis dans un autre délire, donc et les réseaux sociaux c'est cool, mais je trouve que y a rien de mieux que la vraie vie, et j'ai cette chance d'avoir été dans une époque où voilà, tout était vrai, tout était réel. Voilà, il y a beaucoup d'artistes qui ont des millions d'abonnés qui vendent pas un disque. Et tu vois, je trouve que c'est très trompeur en fait les réseaux sociaux, parce qu'on se base sur des chiffres qui sont un peu fictifs. Je suis plus dans la vraie vie en général, de manière globale, et les réseaux sociaux, je suis pas sûr que ce soit la vraie vie. Tu vois. Et depuis 2000 à aujourd'hui, on a l'impression que la dictature des chiffres est de plus en plus pressante sur le milieu musical. Comment tu le vois, toi, maintenant, avec du recul? C'était déjà un peu le cas aussi à mon époque. Hein. Quand tu vendais beaucoup, tu passais un cap et il y avait des portes et qui quand tu vendais automatiquement, plus, et dès que tu vendais plus, tu te cassais la gueule. Mais aujourd'hui, ce qui me surprend, c'est surtout ça, en fait. On parle même de midweek, tu vois, on parle de vidéo. Mais ça aussi, à mon époque, ça existait déjà, mais c'était interne. C'est-à-dire que tes producteurs, ils te donnaient les chiffres, les midweek, et ça te donnait une tendance pour savoir à combien tu vas finir la semaine. Ça existait déjà, faut le dire. Ce qui me surprend aujourd'hui, c'est que c'est grand public, quoi. C'est-à-dire que le public juge. En 3 jours, on sait déjà combien t'as fait, et c'est des vrais chiffres en plus. Hein. C'est des prêts, aux ventes prêts, etc. Donc, ce qui me surprend, c'est que tout ça soit affiché au grand jour. Alors qu'à l'époque, je te dis, c'était vraiment dans les équipes, c'était interne à ta petite sauce à toi, à ta petite tambouille. Après, c'est comme ça, hein, c'est l'ère aussi du monde dans lequel on vit aujourd'hui. Ça aussi, il faut l'accepter, tu vois, il y a des petits changements. Et encore heureux que tout n'est pas comme à notre époque, il y a des trucs qui sont cool aujourd'hui. Tu es papa de 2 filles. Comment tu perçois la paternité?
Ah, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée, hein, de très loin, de très très loin, bien avant la musique, bien avant tout. C'est la meilleure chose qui puisse arriver à un homme, je pense. Et à n'importe qui, une femme, un homme, voilà, ça te met, ça te donne un cadre, ça te donne des objectifs, ça te donne une motivation. Si tous les matins tu te lèves, t'es heureux, tous les soirs tu te couches, t'es heureux. Les enfants, c'est pur, ça réfléchit pas, c'est innocent, c'est loin de tout ça, tu vois, loin de tout ce que tu as vécu. Et puis voilà, et puis ça te donne beaucoup de motivation pour faire en sorte qu'ils aient pas la vie que toi tu as eue. Donc c'est la meilleure chose de très très loin qui me soit arrivée dans la vie. Mais quelles sont les valeurs que tu as envie d'inculquer à tes filles aujourd'hui? Le travail, le respect, ce que nous on nous a appris aussi, tu vois. Des choses toutes simples, j'ai rien inventé, hein. Je vais pas t'inventer des valeurs, mais c'est des valeurs universelles. Le travail, le respect des gens, quels qu'ils soient, que ce soit la femme de ménage ou le big boss tout en haut de la tour. Respecter les gens, travailler, tu vois, se battre pour ce qu'on a envie de faire, ne pas écouter les gens qui vont te démotiver. Tout est possible. Moi, ce que j'apprends à mes filles, c'est que tout est possible. Moi, j'étais un banlieusard, hein, dans une banlieue lointaine de Paris, et on a réussi à faire des trucs incroyables. Donc, si on avait écouté les gens qui nous avaient dit, ah, t'habites aux Ulysses, ah, c'est mort, laisse tomber, c'est mort, faut être à Paris, hein, on l'a entendu ça. Si on les avait écoutés, on n'aurait pas fait grand-chose. Donc, voilà, il n'y a aucune limite dans ce monde, et encore plus aujourd'hui. Tout est possible. Ta fille aînée, elle est à la prod de Je le dirai. Ouais. Tu l'as déjà présentée comme une amatrice de rap français. Ouais. Est-ce qu'au final, elle va suivre les pas de ses parents? Elle, c'est une génération, si tu veux, qui est très autodidacte. Voilà, elle fait ce qu'elle a envie de faire. Donc, un coup, elle voulait faire de la comédie, un coup, elle était dans la prod, et un coup, elle chante, un coup, elle veut être dans la mode, un coup, elle veut être dans la parfumerie, tu vois. Et moi, mon rôle, c'est à chaque fois de l'accompagner. Ouais, mais de l'accompagner, Ouais. tu vois, de l'accompagner. Comme je te disais juste avant, de pas lui dire, ah ça, t'as vu, c'est chaud. Qu'elle ne se mette pas Tu des veux aller limites. là-bas, vas-y, il n'y a pas de souci. Si tu reviens, c'est pas grave, mais vas-y. Moi, en tout cas, je t'encourage à y aller. Tu veux aller là-bas, pas de problème, vas-y. Mais si tu reviens, c'est pas grave, d'accord? Et un jour, peut-être que tu vois. Mais c'est ça que j'aime, c'est qu'ils sont très créatifs, que c'est une génération qui apprend tout sur Internet en 2 secondes, qui sait monter des clips, qui sait faire des prods. Ah, voilà, tu m'aurais dit que ma fille, elle m'aurait fait une prod pour mon album à 13 ans. Sincèrement, je ne l'aurais pas cru. À 13 ans, j'étais incapable d'écrire un morceau. Ils savent te faire des instrus. Ils vont en studio, ils disent à l'ingé, attends, tiens, tu reprends le piano ici. Tu fais. C'est incroyable. Franchement, c'est une génération qui est incroyable. Ils sont talentueux de ouf. Et pas que ma fille, mais leur génération en général, je pense que ils ont des belles choses à faire, tu vois, et qui profitent de ça, justement. Je me sens si seule, si mal, si loin des autres. Tu évoques aussi sa mère, Kaina Samet. Mm. Quelle est aujourd'hui la nature de votre relation? On s'entend super bien. Là, juste avant, j'étais au téléphone avec elle. Et voilà, on s'entend très très bien. Et parfois, tu peux être séparé, mais tu peux être. Tout en étant en bon terme. Ouais, bah, c'est exactement ça. Nous, on s'entend très très bien pour tout. On communique énormément. On essaye d'être présent, d'avoir des moments aussi où on est ensemble pour le bien de notre fille. Ne pas, que ce soit pas toujours soit chez moi, soit chez elle. On est ensemble, on va manger ensemble. Franchement, ça se passe très très bien. T'as arrêté de fumer le jour du décès de ta mère. Ouais. Est-ce que tu peux parler du déclic? Qu'est-ce qui t'a poussé à le faire? Comment ça s'est passé? Écoute, est-ce que c'était dur à vivre? Non, c'était pas dur. C'est ce qui était dur, c'est ce que j'ai vu quand j'ai vu ma mère malade. Et c'est le fameux déclic. C'était ça en fait. Moi, il n'y a que un truc aussi hardcore qui pouvait me faire arrêter. J'étais enlisé dans ce truc-là de fumer du matin au soir. Une vingtaine d'années. Depuis, ouais, même plus que ça. Depuis même plus de 20 ans, pilon du matin au soir. Je fumais des joints comme certains fument des clopes. Et malheureusement, il a fallu passer par là. Mais le déclic, ça a été ça. Ça a été de voir la maladie, de voir la souffrance que ça pouvait causer, la souffrance que ça lui a fait à elle, à ma mère, la souffrance que ça m'a fait à moi de voir ça. Et le jour où je l'ai perdu, voilà, le lendemain, j'ai arrêté de fumer. Donc voilà, il fallait passer par là, malheureusement. Et depuis, la tentation n'a plus frappé à toi? Non, parce que je te dis, c'était tellement hardcore que je me suis même pas posé la question. Le lendemain, en fait, c'est comme si j'avais jamais fumé de ma vie. Quel est aujourd'hui ton rapport à la mort? C'est particulier, c'est particulier. Je suis croyant, donc je sais que ça arrivera et qu'on y passera tous. Et après, il faut faire des bonnes choses avant d'arriver à ça. Donc chaque jour, je m'emploie d'être, si possible, le meilleur et de faire que des bonnes actions, d'essayer d'écouter, d'essayer d'être présent pour tous ceux qui seront sur mon chemin dans ma vie et qui auront besoin de moi. Je sais qu'on y arrivera, voilà, c'est tout. Je suis un peu fataliste, je la crains pas, mais en même temps, je me dis pas que c'est rien. J'essaie d'y penser le moins possible parce que je pense qu'à l'âge que j'ai encore un petit peu de temps.
Inch'Allah, je l'espère en tout cas de tout mon cœur. Mais voilà, c'est comme ça. On sait que c'est une étape et on sait qu'on y arrivera tous, quoi qu'il arrive. Et face à la peur, comment tu réagis? Quel est ton rapport à la peur? J'ai plus peur en fait depuis que j'ai perdu ma mère. Parce que ça a été. Je sais pas comment. C'est C'est une difficile perte de à. repère d'une certaine manière. Ouais, j'ai perdu beaucoup de repères à ce moment-là. Et du coup, je me suis retrouvé confronté à quelque chose que j'avais pas forcément prévu. Et c'est vrai que depuis maintenant, j'appréhende un petit peu plus parce que je pense à mes enfants, je pense à, tu vois, j'ai vu l'impact que ça pouvait avoir sur un enfant. Et du coup, forcément, on se répercute sur nous. Donc, c'est une autre manière de l'appréhender. Mais je te le dis, en tant que croyant, on sait que quoi qu'il arrive, ça arrivera, tôt ou tard. Et avant ça, il faut avoir fait ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que des bonnes choses, que des bonnes actions, essayer d'être le meilleur possible. Donc, voilà, c'est ce qui me motive tous les jours. Tout au long de ton livre, tu dresses au final une sorte de portrait noir des années où tu traînais, où tu rôdais dans la rue. Mm. Est-ce qu'il n'y a rien de positif? Si, bien sûr, il y a plein de choses de positives. Ça t'apprend beaucoup de bonnes valeurs, l'entraide, la solidarité, ça t'apprend à partager. Voilà, moi, je suis de l'école une canette pour cinq. Tu vois, on a grandi dans ce truc-là et quelque part, ça te donne des valeurs de partage. Si, il y a eu beaucoup Est-ce de que choses. tu penses que ces valeurs existent encore aujourd'hui? Ouais, je pense, j'espère. Ça me ferait chier qu'aujourd'hui, chacun. Je sais qu'on est dans une société qui est un peu plus individualiste que la mienne, que celle dans laquelle moi j'ai grandi. Mais je pense que ces valeurs-là, elles sont pas juste dues aux mecs de quartier qui étaient en galère. Il y a des gens qui sont très très bien dans leur vie, qui sont très très généreux et qui partagent. Mais pour revenir à ta question, ces années-là, c'est des fous rires incroyables, c'est des bons souvenirs, c'est la camaraderie, c'est franchement plein de belles choses. Après, oui, quand tu creuses un peu, c'est un peu compliqué, le manque d'oseille permanent, la précarité, la vie en banlieue. En plus, c'est les banlieues un peu lointaines, donc tu es loin de Paris. Tout est fait pour que tu restes chez toi, pour pas que tu sortes de chez toi, tu vois. Donc, il y avait des petits côtés comme ça qu'on n'a pas forcément vu quand on est arrivé dans ces banlieues-là et qu'on est arrivé gamin. Mais sincèrement, non, c'est pas que des choses noires. Au contraire, moi, j'en garde que des bons souvenirs. Est-ce que tu envisages aujourd'hui de te mettre derrière la console, produire, être ghostwriter? Non, enfin, oui, écrire pour d'autres, ça, avec Ouais. grand plaisir. Produire, c'est autre chose. Parce que, je te dis, je pense que la génération d'artistes d'aujourd'hui est beaucoup plus pressée que celle que nous, on était. Ça veut arriver très très vite. Et ça, c'est vraiment un truc avec lequel j'ai beaucoup de mal. Nous, on était extrêmement patients. On savait qu'il y avait énormément d'étapes à franchir, etc. Et aujourd'hui, c'est vrai que ça veut aller très très vite. Et juste ce petit truc-là fait que je suis pas sûr d'être compatible, entre guillemets, en tant que producteur. Pour plein d'autres choses, oui, mais pas pour produire des jeunes artistes. Parce que je pèterais un plomb d'entendre un artiste me dire ah putain, comment ça se fait que j'ai pas encore fait l'Olympia, que j'ai pas fait ci, que j'ai pas autant d'oseille, etc. J'arriverai pas à comprendre ces choses-là. Qui je suis, un homme avec ses fautes dessinées sur tout mon corps, mon histoire, ma vie de cancre. Je viens chanter, entouré par tous mes potes, pas besoin de me présenter, j'ai tout dit avec de l'an. Bon, parlons business. Depuis 2016, Tu veux tu t'es parler lancé. d'argent ou Ouais, un comment? peu. Depuis 2016, tu t'es lancé dans le monde du tatouage. Mm. Tu as lancé 2-3 salons à Paris, si je ne me trompe pas. Mm. Comment ça se passe aujourd'hui, le bilan de cette affaire? Mortel, c'est cool. À la base, c'était une passion. J'ai commencé comme tout le monde par un petit tatouage, puis un deuxième, puis un troisième, puis je suis devenu un passionné. Et c'est vrai que un peu comme ça, sur un coup de tête et au gré de quelques rencontres, je me suis lancé là-dedans en ouvrant mon premier salon, comme tu l'as dit, en 2016. Depuis, j'en ai ouvert 2 autres en 8 ans. Et non, c'est une passion, Tous à mais Paris, c'est un du coup. kiff. Tous à Paris. Mais c'est un vrai kiff, sincèrement, c'est un vrai kiff. Ça, c'est un petit bonus, tu vois. C'est un Ok. petit plaisir, c'est un petit truc à côté qui n'a rien à voir avec la musique, mais qui me rend heureux et fier tous les jours. Personnellement, tu as combien de tatouages? Ah, franchement, je les ai plus comptés depuis longtemps, mais je sais pas, je dirais une trentaine, un truc comme ça. Ouais, Tu comptes en faire encore ou... c'est quoi, c'est au feeling. Moi, j'ai des salons. Si je veux tatouer de la tête aux pieds en 6 mois, je peux. Tu vois, j'aurai aucun problème avec ça. Ça me coûtera pas 1 euro et j'ai des artistes qui sont incroyables. Mais moi, je considère ça comme quelque chose de symbolique. Donc, tu vois, pendant 3 ans, je peux ne pas me faire tatouer et je peux t'en faire 4 en 3 mois parce que je vais Parce que avoir t'as des envie, idées, des ouais. inspi, je vais voir un truc qui va me parler. Chaque chose que j'ai faite pour moi est un symbole. Ça veut dire quelque chose. C'est jamais pour le côté esthétique. C'est toujours parce que si tu me demandes, je vais dire ça représente telle chose. Tu vois, donc des fois, il y a des idées qui me viennent comme ça. C'est vraiment au feeling. Moi, je fais ça au feeling.
ta fille aînée ne t'en a jamais parlé ou n'a jamais exprimé l'envie d'en avoir? Non, sa mère, je suis pas sûr qu'elle soit. Je suis pas sûr qu'elle. Et même moi, je t'avoue que je suis pas. Tu sais, des fois, Ouais, en mais tant que on parent. voit sur toi. Ben justement, c'est ce que j'allais te dire. En tant que parent, on fait des choses qu'on n'a pas forcément Ouais, je sais, envie je de suis aussi voir père. sur nos enfants. Tu vois, et pourrait me dire, ouais, t'es plein de tatouages. Je lui dirais, oui, mais ça voudrait pas dire que toi, il faut que tu t'en fasses. Réfléchis bien. Donc, peut-être qu'un jour, l'envie va lui venir. Si c'est un petit truc, tout ça, ça va. Mais de là à l'avoir recouverte partout de tatouages comme moi, non, à un moment, je serais obligé de mettre des barrières. Et pour finir, aujourd'hui, quelle suite tu as envie de donner à ta carrière ou ta vie? Moi, je kiffe ma vie, je vais te dire pourquoi. Parce que j'ai mes enfants, c'est mon socle, c'est ma base. J'ai mes business à côté qui tournent à droite, à gauche. Et je prends de la musique que ce que j'ai envie de prendre. Je fais des tournées. Cet été, on a 15 dates qui sont calées. Si j'ai envie de faire un morceau, je le fais. Si j'ai envie de sortir un livre, je le fais. Tu vois, j'ai une liberté que j'avais pas forcément au top quand j'étais très jeune et au top de ma carrière. Puisqu'à l'époque, j'avais tellement d'obligations qu'on me disait, ah, faut aller à droite, faut aller à gauche. Et tu essaies de faire plaisir à tout le monde. T'as pas encore le contrôle de ton business. Tu peux pas encore faire tout ce que tu veux. Donc aujourd'hui, j'ai une liberté qui fait que je m'interdis rien. Et ça, juste ça, ça suffit à mon bonheur. Moi, la lumière, j'en ai pas besoin. Là, je suis dedans, mais dès qu'on va se dire au revoir, je vais retourner dans ma vie. Et un jour, elle s'arrêtera et je serai très, très heureux. Et ne surtout pas croire que ça, c'est la meilleure chose qui puisse t'arriver dans la vie. Le mieux, c'est d'être dans l'ombre, de kiffer, de faire ses business, d'avoir une petite vie tranquille. Et voilà, j'ai connu tout en haut. Je suis dans un autre stade aujourd'hui. Ça me va très, très bien. Top. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon ami. Yes.